Si j'avais un marteau, alors c'est presque un morceau de la culture française qui est un petit peu paraphrasé par les Américains avec l'opération Midnight Hammer, bien le marteau du milieu de la nuit. Pourquoi? Parce que désormais nous en savons plus sur cette opération qui a eu lieu au tout début de l'été avec notamment des images satellites. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir si cette opération est d'un point de vue militaire un succès ou si, à l'image d'Eagle Claw, qui avait un petit peu traumatisé l'armée américaine en 1980, eh bien c'est un échec face à l'Iran. Et spoiler alerte, les Américains nous ont donné énormément d'informations, notamment la fameuse timeline, la temporalité, la trajectoire des avions. Et comme on disait hier, eh bien, tout ce qui partait vers l'ouest était un leurre et le vrai raid a traversé l'Atlantique. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la construction de cette mission, comment les Américains ont fait pour réussir à cibler au plus profond de l'Iran des sites à haute valeur ajoutée, notamment politiquement. Et vous vous posez peut-être la question, est-ce que c'est le début de la Troisième Guerre mondiale? Alors je vous rassure tout de suite, les Américains cherchent à désescalader après cette opération extrêmement précise, mais comme tous les états-majors, ils ont forcément fait des wargames en amont. Alors les wargames, qu'est-ce que c'est? C'est des simulations qui permettent aux militaires d'essayer de mieux comprendre les implications d'une action. Et c'est accessible, j'ai presque envie de vous dire, au grand public avec notamment les jeux vidéo. Et notre partenaire du jour, c'est Supremacy World War 3. Alors n'ayez pas peur, l'objectif c'est faire de la stratégie, mais également de la politique ou de la géopolitique, avec un jeu gratuit disponible sur PC, mais également la partie continue sur vos téléphones, en PVP, en player versus player. Donc vous pouvez affronter en temps réel, donc sur des parties de plusieurs semaines, jusqu'à 99 autres personnes. Vous allez choisir le pays que vous représentez, devoir développer votre matériel. Vous avez 250 unités possibles, forger des alliances, les retourner, un petit peu comme on a vu avec l'Iran dans les années 70. Et si vous cliquez sur le lien en dessous, dans les 30 prochains jours, on vous offre un matériel spécial, un bombardier d'une valeur de 25 €. Allez, jingle. Alors, l'opération Midnight Hammer, qu'est-ce que l'on sait? Le plus important, c'est toujours la temporalité. Cela a commencé le 21 juin à minuit 1. Pourquoi? On ne sait jamais vraiment de quel jour on parle. Donc minuit 1, ça permet de ne pas avoir de doute. Ensuite, derrière, c'est parti. Toute la flotte, on va revenir sur leur trajectoire tout à l'heure, avec des ravitaillements. Et point super important, ils étaient discrets. Alors, ça me rappelle certaines missions dans le Golfe où en fait, vous vous insérez dans le trafic civil et vous ne dites rien à personne. Vous êtes en haute mer, c'est plus ou moins légal, plutôt plus que moins. Et le tout, c'est de ne rentrer dans aucun avion de ligne. Donc vous êtes pilote de ligne, regardez dehors, des fois il se passe des choses. Intérêt de passer par le sud, vous avez les appuis avec notamment les Açores et les tankers. C'est moins bien en termes de vent, mais également moins de trafic, puisque la plupart du trafic qui va vers l'Europe va aller dans les Trax, va aller dans le nord, puisqu'il y a beaucoup plus de vent arrière. Donc en étant plus sud, eh bien, ils évitent comme ça les problèmes avec les avions de ligne. Ensuite, derrière, après 17 heures de vol, ils sont qu'un équipage de 2, ils se retrouvent, et on va en parler avec les Comao, avec tous les autres avions, et c'est le début de la phase tactique. Phase tactique qui va durer environ 2 heures, jusqu'à 18h40, 19h heure américaine, ce qui nous fait du 2 heures local à peu près. Les impacts et ensuite Y, comme on dit, ça rentre à la maison et au moment de la conférence de presse, les avions n'étaient pas encore posés. Quand on va au résultat, on en a parlé hier, mais il y avait 3 grands sites. Le site principal, c'est Fordo. Vous voyez ces images satellites, on va revenir dessus. Il y a clairement des impacts qui sont visibles. Autre point intéressant, regardez ces couleurs au niveau des impacts derrière, ce qui nous montre bien qu'il y a eu des explosions. Donc ici on voit 3 points, ici on voit les autres points, les bombes sont assez proches les unes des autres et là elles vont pénétrer. Donc il y a des DMPI, des points précis que l'on veut viser, et la technologie, la précision fait que ça touche à quelques mètres. Après ce qu'il faut voir c'est la séquence, le moment où ça impacte. Est-ce que vous essayez de tout faire impacter en même temps? Ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Ou est-ce que vous mettez un delta T, une temporalité entre les impacts, ce qui a plutôt tendance à être efficace. À eux de calculer le délai optimal entre les différentes pénétrations de manière à optimiser l'effet militaire voulu. Autre image que l'on voit bien ici, les 3 points
Donc on est clairement sur ce qu'on appelle une cible qui était là, une cible qui était là. Et plutôt que d'essayer du coup de creuser la terre, ce qu'on fait, c'est on vient les mettre les unes à côté des autres. Ça vient quand même aider en termes de galerie. Et c'est ce que les Américains ont estimé être le plus efficace. Petit spoiler avec ces images, du coup, ils montrent à toutes les autres nations leur méthodologie. Mais bon, bah, de toute façon, pour faire pareil, c'est quand même pas évident. À partir de là, il y a le deuxième site. On a l'autre site également qui a été touché ici. Les images sont sorties. On voit clairement le après avec l'impact qui vient taper et rentrer en profondeur. Mais également derrière, on voit toute l'explosion et on voit que ça a vraiment un impact sur plusieurs mètres. Regardez la taille des bâtiments, plusieurs dizaines de mètres autour. Pourquoi? Eh bien, si on met les deux images côte à côte, regardez-moi ça, là on voit clairement que la nature du sol, le revêtement a quand même ramassé. Et regardez dans cette direction-là, on voit qu'il y a eu du souffle, on voit qu'il y a eu de la chaleur, on voit qu'il y a eu de l'explosion. Donc sur le avant et sur le après. Donc qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire qu'il y a bien eu impact, qu'il y a bien eu pénétration, qu'il y a bien eu explosion de la charge militaire qui est de l'ordre de 3 tonnes. Est-ce que cela vient nous dire si l'effet militaire recherché a été obtenu en profondeur? Non. Par contre, sur certains sites d'OSINT et de réflexion, ils ont réfléchi, sont passés assez loin et ça vous permet de faire une petite idée de à quoi ressemble la zone. Donc là, on est sur Fordo, c'est rentré par là-haut et donc apparemment, ça serait allé chercher là. Crédibilité de l'information, là j'ai envie de vous dire qu'on est sur du POS, mais ça permet de voir les choses un petit peu différemment. Alors, maintenant que l'on a vu le BDA, que l'on sait également les limites de ce BDA à l'heure actuelle, ce que je vous propose, c'est une petite réflexion autour des 4 T. Task, Target, Threat, et du coup, on arrive à la tactique. Alors, pourquoi? Ça, c'est en source ouverte, c'est de la méthode OTAN de base. Des fois, on parle même des 5 T avec la TAN9 au-dessus, qui maîtrise le temps, maîtrise son environnement. Et mettez-vous à la place du Mission Commander. Le Mission Commander, c'est le grand chef qui a tout géré dans la nuit du 21. Donc lui, on lui dit, tu as un task, ton objectif est de détruire le programme nucléaire iranien. La manière dont nos experts pensent que ça sera le plus efficace, c'est qu'il va falloir que tu mettes différentes bombes, des GBU-57, il va falloir que tu en mettes sur des DMPI, donc des points où il faut mettre les bombes. Donc on a différents DMPI, par exemple sur le grand site, on a 2 DMPI différents qui doivent être traités avec des GBU-57. Et on va te dire, par exemple, il en faut une minimum, idéalement 2, et donc lui, du coup, il s'est dit, tiens, on va partir sur 3 bombes. Donc il va étudier la zone, il va donc en arriver à ces petits calculs de combien de bombes par point précis. Donc ils sont partis sur 3. Il semblerait d'ailleurs que ces DMPI, que ces points ciblés soient en fait au niveau des tuyaux d'aération. On se croirait vraiment dans Star Wars. Ils vont étudier les menaces solaires, la météo, on va voir le relief également. Et après derrière, il va réfléchir et arriver à une tactique. Et c'est là où ça devient super intéressant. Regardons un petit peu la carte. Il va falloir partir de Whiteman, il va falloir aller en Iran, il va falloir rentrer. À partir de là, nous avons des moyens à notre disposition. Nous avons des avions de 4e et 5e génération qui ont participé. Vous avez par exemple des F-16 avec du ARM qui vont pouvoir cibler des défenses solaires, F-35 qui va pouvoir pénétrer en territoire ennemi, accompagner, tirer de l'air-sol ou faire de l'ARR, F-22, pareil. Au niveau de l'armement, on a dit de l'ARR, on a également de l'AGM-88, ça c'est très important de bien le comprendre parce qu'on va pouvoir cibler comme ça les défenses solaires ennemies. Mais, ce dont on n'entend pas assez souvent parler et que je n'ai pas vu dans la presse, tous les grands oubliés. On ne sait pas s'il y avait un avion radar qui a accompagné tout le monde ou d'où il a décollé. Peut-être de Turquie, peut-être du Golfe, peut-être qu'il a suivi Toulon, on ne sait pas. On sait que la Space Force a participé, mais on ne sait pas exactement à quel niveau. On ne sait pas s'il y avait du drone américain en Iran. Est-ce qu'ils ont fait pénétrer du drone sur le corridor pour peut-être regarder certaines informations ou faire certaines frappes? On ne sait pas. Et les grands oubliés sont les militaires des forces spéciales qui font du CESAR, ou en français, de la RESCO, recherche et sauvetage de combat. Car si vous avez un F-16, un F-35, c'est monomoteur, un F-22, un B-2 qui va au tas, ils ne vont pas le laisser, il va falloir aller le chercher. Donc quid, comment est-ce qu'on fait
Pour aller récupérer un pilote éjecté, quelle est la procédure en cas d'éjection? À 400 km à l'intérieur de l'Iran, dans un endroit où venir vous récupérer n'est pas vraiment possible. Donc on a de l'hélico avec du ravito, on a également du V-22 et je vous mets mon billet qu'il y avait des dizaines et des dizaines de militaires prêts à partir en cas de grabuge. D'un point de vue tactique, vous attendez pas à avoir rentré ça comme ça en territoire ennemi, vous allez être sur des formations qui sont diluées. Pourquoi? Parce que comme ça permet à chaque pilote de bien travailler dans son cockpit, de chercher avec son radar, et ça, c'est le cockpit du B2. Donc c'est bien, mais pas top quand vous allez faire 35 heures dedans. Vous voyez qu'on est sur quelque chose de très moderne, avec des commandes de vol électriques, ils ont même capacité de se reposer un petit peu à l'intérieur. Il va falloir vivre pendant près de 2 jours dedans, parce qu'il faut aller aux avions bien avant la mise en route, s'assurer que tout fonctionne bien avant de décoller. Donc ça part aux avions plusieurs heures avant le décollage, et je pense que là ils sont en récup, les camarades. Maintenant, si on veut regarder un petit peu la trajectoire, je me suis amusé à aller tracer la trajectoire, un plan de vol qui ressemble un petit peu à ce qu'ils nous ont donné. On est sur du 6600 nautiques pour arriver à la zone avant le push, avant la phase tactique. Donc 6600 nautiques, en gros, ça nous fait 12 000 km. 12 000 km, à environ 700 km/h, voilà, on est pour un aller-retour pour 35-36 heures. Hein. Maintenant, la trajectoire, c'est intéressant, ça passe assez sud dans l'Atlantique, on l'a dit. Là, vous avez le terrain de la Geste, donc ce qui est intéressant, c'est que c'est une sorte de porte-avions. Hein. Demandez aux Canadiens, le commandant Piché connaît bien, il s'était posé en panne moteur en un Airbus A330. L'avantage de faire ça, c'est que là, il reste dans les eaux internationales, il se faufile et il ne demande rien à personne. Et on l'a vu, l'ingress, l'aller était le plus discret possible, donc on se faufile sans rien dire à personne dans les eaux internationales entre les avions de ligne. On arrive donc ici, et on va en parler, pour commencer la phase tactique. Pour ce qui est du retour, il semblerait qu'il soit passé un petit peu plus nord. Maintenant, pour rappel, ici vous avez Turquie, Irak, Fordo, Natanz. Pour ce qui est de l'autre cible, elle a été traitée, comme on le disait hier, par un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, mais lanceur d'engins conventionnel, et ce serait qu'une classe Ohio pour pouvoir en tirer 30 comme ça. Donc regardez la vidéo d'hier, on a bon. Pour ce qui est de l'arrivée comme ça sur Fordo ou Natanz, quand vous préparez votre mission, la carte, toujours les cartes. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit que là, on a une énorme chaîne de montagnes, ici également juste au nord de Téhéran, que là on est plutôt sur une plaine, et nos cibles vont être ici et là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si j'arrive au plus court de l'Irak, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que je dois survoler du relief. Mais à combien est-ce que ça monte? Est-ce que vous savez? Dans cette zone ici, ça monte à plus de 11 000 pieds. Et au plus court, vous êtes aux alentours des 440 km. Donc avec des avions qui font environ du 800 km/h, ces bombardiers, vous êtes sur quand même une grosse demi-heure, voire 40 minutes pour rentrer. Et un bon 40 minutes pour ressortir. Ça vous fait grosso modo, allez, 1h30 en territoire ennemi, c'est pas banal, et surtout ça veut dire pour les chasseurs qui vous accompagnent qu'il va falloir pouvoir vous couvrir pendant tout ce temps-là. Puisque dans la conférence de presse on nous explique qu'initialement c'est rentré haut et vite, c'est-à-dire qu'il y a eu du supersonique, le supersonique ça coûte du pétrole, et donc de ce côté-là, il va falloir prendre la bonne distance et venir vous organiser avec les tankers qui vous attendent et surtout avec ce qu'on appelle des holds, des endroits où tout le monde vient se retrouver. Alors on regarde un petit peu la carte de la zone. On sait que nos B2 sont arrivés par là. Ils ont pu passer probablement par Israël, la Jordanie, pourquoi pas la Syrie, mais moi je pense plutôt qu'ils ont fait hop, qu'ils sont rentrés comme ça et que ça allait tourner dans cette zone-là. Donc en fait ici, il y a eu plusieurs holds qui se sont mis en place. Un hold c'est quoi? C'est en fait des hippodromes comme ça. Hop là, je ne les fais pas à taille réelle, hein. Plusieurs hippodromes comme ça, encore une fois pas à taille réelle, mais au-dessus de l'Irak, où vous aviez par exemple du F-22, par exemple 2 plus 2 F-22, du F-35, vous aviez peut-être les F-16, et au moment du go, au moment de la timeline du go, le F-22 il accélère, il monte à 50 000 pieds, il fait peut-être du Mach 1.5, et il rentre, il fonce et il va blanchir la zone, il va s'assurer qu'il n'y ait personne. Quelques minutes derrière, vous avez peut-être le F-16 qui, lui, attend qu'un système solaire se réveille pour tout de suite le punir. Et pourquoi pas le F-35 également. Sauf qu'on a 2 cibles à traiter et on sait qu'on a 7 B2. Est-ce que vous gardez vos 7 B2 en patrouille serrée? Peu probable. Par contre, petit point intéressant, sur une cible, on a vu pour l'instant 2 x 3, donc ça nous fait 6 impacts. Sur l'autre cible, on a vu
un impact. Donc ça me fait un total de 7 impacts sur 14 annoncés. Et donc là, 2 possibilités. La possibilité quasi incroyable, on se croirait dans Star Wars, où les bombes réussissent effectivement à rentrer et là, nous mettre du double DMPI, donc 6 par trou, ce qui serait absolument énorme, jamais vu, mais c'est un raid peut-être jamais vu. Ou l'autre possibilité, là je tourne, il est dimanche 22 à 22 h, on n'a pas encore toutes les images satellites et on ne sait pas encore tout. Donc le temps nous dira. Donc si on résume un petit peu, vous avez initialement une patrouille ou un package, si vous voulez, qui va vers sa cible la plus sud, un autre qui va vers la cible la plus nord, et ça rentre comme ça. Et vous avez du chasseur qui rentre en tête, vous avez derrière de l'anti-radar qui suit, et ensuite nous avons le bombardier ou les différents bombardiers qui suivent, avec peut-être encore du chasseur qui est prêt à intervenir là-dedans. Et on a ces packages qui vont rentrer, qui vont pénétrer en territoire ennemi pendant 40 minutes, qui vont avoir la boule au ventre en se disant est-ce qu'il y a un avion qui décolle? Tiens, il y a un contact, qu'est-ce que c'est? Donnez-moi des informations, s'il y a un avion radar. Alors, l'avion radar, c'est intéressant, hein, on est à 450 km à l'intérieur des terres avec du relief, il ne va pas aider grand-chose s'il reste en Irak. Donc on se retrouve vraiment avec un vrai stress, parce que nous, on sait que ça s'est bien passé. Eux ne savent pas que ça va bien se passer. À noter également que les Américains annoncent que les Iraniens n'ont pas fait décoller leur chasse et n'auraient pas engagé les Américains, probablement car ils n'ont pas réussi à les détecter. Ces annonces sont forcément une excellente nouvelle pour l'industrie de défense américaine qui met très souvent en avant sa capacité de furtivité et son importance malgré des coûts extrêmement élevés. Je vous rappelle qu'au combat, ce n'est pas le prix du matériel qui compte, c'est son efficacité et son adaptation à la méthode. On notera également qu'il est plus que probable que tous les avions étaient à haute altitude, pénétration classique pour des avions furtifs de nuit, là où avec un avion non furtif, vous allez plutôt voler à très basse altitude, ce qui va être très gênant si vous avez 1000 km à faire en territoire ennemi en termes de pétrole. Et dernier point, les MOP nécessitent d'être tirés très proche de la cible, contrairement au Tomahawk. Donc vous voyez bien qu'il existe différents modes opératoires en fonction du type de matériel. Et à l'heure actuelle, tirer de la bombe de plus de 13 tonnes nécessite de venir vertical et donc d'ouvrir et de maintenir un corridor sécuritaire pour ces bombardiers le temps de la frappe. En France, nous ne disposons pas de bombardiers de la sorte et le Rafale a la capacité à projeter sa puissance depuis plusieurs centaines de kilomètres, que ce soit avec du Scalp ou avec la SMP. Et la dernière fois que les Américains ont tenté une opération comme ça s'est mal passé. Eagle Claw, il y a eu des morts. En parallèle de tout ça, ils ont une grosse pression temporelle, la fameuse temporalité. Pourquoi? Parce que quelque part, probablement par là ou par là, on a... Alors, plutôt par là je pense, parce que là les zones ne sont pas très profondes, et en plus si c'est pour se retrouver bloqué avec une fermeture d'Ormuz, personnellement si j'étais la Navy américaine, je tirerais plutôt par ici, et je ne serais pas trop présent dans cette zone-là, parce que là, c'est un peu le bac à sable et il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc pour se cacher, c'est pas forcément très pratique pour un gros sous-marin nucléaire. Donc le sous-marin nucléaire, moi je l'aurais mis dehors. Et lui, eh bien, il a également son time on target à respecter. Ces missiles sans subsoniques vont mettre plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures à venir. Et tout ça doit être parfaitement coordonné. Donc eux, ils ont pris un petit peu de gras, parce qu'ils vont devoir peut-être manœuvrer face à une menace. C'est pour ça qu'on a une fenêtre sur zone qui est quand même de plusieurs dizaines de minutes. Mais ils ont la pression d'atteindre l'objectif dans le bon timing, puisqu'il y a cette coordination avec les missiles Tomahawk qui doivent taper derrière. Je vous rappelle quand même que ça fait 18 heures qu'ils sont dans l'avion. Donc si vous voulez vous plaindre demain votre patron de vos horaires de boulot, méfiez-vous si vous parlez des B2. Pour ce qui est du sous-marin, du coup, conforme à ce qu'on disait hier, on est sur de la classe Ohio, avec ça sort de derrière, ça part loin, et ensuite derrière, c'est du tir-et-oubli, ils n'ont rien à faire. Par contre, ça ne pénètre pas. On est vraiment sur de la cible, vraiment extérieure. Ça, c'est notre bombe qui est bien rentrée. On a vu 7 trous pour un total de 14 tirés à l'heure actuelle. Maintenant, est-ce qu'il n'y a que les Américains qui peuvent faire ce genre de mission? Ce qu'ils sont dit lors de la conférence de presse. Je vous rappelle qu'en France, on avait fait également ce type de mission, pas contre de la cible enterrée, donc contre de la cible profondément enterrée. Et encore une fois, à l'heure actuelle, on attend un BDRL
eh bien, nous, on ne saurait pas faire. Par contre, on a du scalp qui permet de faire du faiblement enterré ou du bunker. Et ça avait bien fonctionné avec les MDCN qui avaient eu des pannes, mais au final, ça a quand même réussi à marcher. Hein. Il faut du spare. On a vu ce raid qu'on appelle le raid Hamilton, qui était en fait la même chose, version française, si vous voulez, avec quand même les Américains qui avaient participé et les Britanniques. Vous remarquerez que nous, c'était à 3 h du matin. Là, c'était à 2 h 10. Ben oui, de 2 h à 4 h du matin, quand on est défenseur, c'est difficile d'être sur le qui-vive et on se fait souvent punir. À noter que lors d'Hamilton, on avait 2 AWACS. Et donc là, on n'a pas du tout entendu parler des AWACS, on n'a pas du tout entendu parler de la Combat Search and Rescue. J'attends de voir dans les prochains jours si ça sort un peu. Maintenant, vous avez remarqué, il y a tout un onglet qui est la partie politique sur laquelle je ne vais pas sur cette chaîne, pour plein de raisons. Je vous rappellerai quand même que le 28 avril 2025, au niveau des officiels français, on a notre ministre Jean-Noël Barrot qui avait dit que ça s'accélérait un petit peu du côté iranien de la force pour ce qui est de l'obtention de la bombe nucléaire. Dans tous les cas, s'il y a une grosse leçon que l'on peut retenir, c'est un petit peu toujours la même ces derniers temps. On a quasi un nouveau conflit toutes les 6 semaines. C'est qu'on voit que le recours à la force se fait de plus en plus naturellement, facilement et de manière décomplexée pour nos dirigeants. Et une des raisons, c'est que faire ce genre de raid pendant la Seconde Guerre mondiale, vous alliez avoir beaucoup de morts dans votre camp et vous alliez sûrement faire beaucoup de dommages collatéraux. Là, honnêtement, au vu du budget, au vu de ce qu'on voit, on est probablement sur une des opérations offensives les plus propres, avec ce qu'on a comme information à l'instant T, réalisées par les Américains depuis très longtemps. Ils nous ont malheureusement habitués à faire beaucoup plus de dommages collatéraux, notamment avec les ciblages depuis les drones en ville. Là, on est sur des sites qui sont à la montagne, avec des points d'impact qui sont très précis et avec les seules personnes qui peuvent être touchées, les derniers qui n'étaient pas au courant, qui risquaient d'être frappés. Et on a vu qu'il y a eu des évacuations ces derniers jours, donc je pense qu'il n'y avait pas grand monde dans les bâtiments et qui étaient enterrés. Donc en termes de dommages collatéraux, de règles d'engagement, il faut être franc, c'est plutôt très bien joué de la part des Américains. Autre point extrêmement bien joué de la part des Américains, c'est leur transformation avec la conférence de presse alors que les avions n'étaient pas encore rentrés. On voit qu'il y a des leçons qui ont été apprises entre le Pakistan et l'Inde. On a l'action militaire. Dans la foulée, on a une conférence de presse qui vient revendiquer un succès. Et ensuite, quasiment dans la foulée, on a des images satellites qui sortent où on voit 7 trous, sachant, encore une fois, que normalement, il y a eu 14 munitions tirées. Les prochaines semaines nous diront exactement pourquoi. Plus que jamais, on a l'impression d'être dans du Clausewitz où la guerre est une extension de la politique par d'autres moyens. Ça, type d'action coup de poing militaire sont désormais utilisés à des fins de négociation pour ramener les gens à la table de négociation. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que l'Iran, dans la foulée, a répondu sur Israël. On pourra en parler dans les prochains jours si vous le souhaitez. Que comme on annonce depuis maintenant plusieurs années, le dôme de fer ne peut pas tout intercepter, qu'on rentre dans cette sorte de guerre d'usure où vous avez deux personnes qui s'envoient des baffes à distance. D'un coup des missiles balistiques, de l'autre des cibles précises, du drone ou du bombardement. Et à l'heure actuelle, on est en train de compter les coups vus de l'extérieur avec forcément une population civile au milieu. Mais dans l'histoire de la guerre, un taux à l'heure actuelle de cibles collatérales entre ces deux nations qui est quand même assez faible, ce qui explique le recours, même par des démocraties, à ce type d'action. Ce qui est sûr, c'est que pour les équipages concernés, c'était l'aboutissement d'une carrière. J'espère que ce sera leur mission la plus grosse, la plus longue et la plus réussie de leur carrière, parce que ça voudrait dire que derrière, ça ne s'envenime pas et qu'on en reste là. Maintenant, les Iraniens ont des options sur la table pour pouvoir nuire à leurs différents voisins. Les Américains essaient de désescalader, mais ce qui est sûr, c'est qu'on touche à l'humain, et que l'humain est directement lié à l'émotion, et qu'on ne sait jamais ce que l'autre camp va décider. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, pourquoi pas en conférence dans votre entreprise, à la rentrée ou en team building, et venez nous voir sur le bassin d'Arcachon si vous souhaitez voler en patrouille, en ULM, nous rencontrer, ça serait avec grand plaisir. Pour avoir passé pas mal de temps dans la région, c'est une région qui est magnifique, j'espère que ça va se calmer. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on sait quand une guerre commence, on ne sait jamais comment ni quand elle se termine. Allez, fly safe. Alors n'oubliez pas le lien juste en dessous pour pouvoir jouer à Supremacy World War 3 contre des vraies personnes en temps réel et obtenir votre bombardier qui ne vaut peut-être pas 2 milliards, mais vaut 25 € si vous devez l'acheter vous-même. C'est cadeau, profitez du lien et on se retrouve dans la partie. Je vous préviens tout de suite, je ne me laisserai pas faire.